Des photos de sport, on en voit tous les jours. Mais derrière ces clichés parfois mythiques se trouvent des hommes, des femmes qui, en plus d'arrêter le temps en prenant une photo, immortalisent aussi le souvenir d'un moment vécu. J'ai donc décidé de partir à la rencontre de l'un d'eux, Philippe Millero, photographe personnel de sportifs comme Teddy Riner ou Martin Fourcade, qui a participé à toutes les éditions des Jeux Olympiques, hiver ou été, depuis 1992. Si tu veux découvrir des anecdotes, des histoires incroyables, si tu veux savoir comment les JO ont évolué depuis 92, mais aussi comment la photo de sport a évolué en 30 ans, cette vidéo est faite pour toi. C'est parti! Bonjour Philippe Millero. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange, puisqu'en fait, comme je vous le disais juste avant, mon but c'est clairement d'essayer de découvrir des personnalités du sport, donc de près ou de loin, qu'on connaît pas forcément. Et je trouve qu'en fait, vous êtes exactement à la définition de ça, puisque en soi, le sport, on le voit, on le consomme, on le voit sur les réseaux sociaux, à la télé. Et vous, en fait, vous êtes vraiment la personne qui est derrière la caméra, quelque part, quand vous prenez des photos. Donc, en soi, parfois, vous prenez des photos je dirais plus en détail ce que vous avez pu faire dans votre carrière, mais on voit des photos et on ne sait pas forcément qui est derrière la caméra. Et pour autant, vous vivez des souvenirs, vous avez vécu des événements de sport qui font que quelque part, vous étiez là, mais on ne vous voit pas. Donc, c'est exactement finalement la définition de ce que je cherche. Donc, pour dire très rapidement déjà, pour vous présenter, donc vous êtes photographe, si je me trompe pas, de mes sources, depuis 1989, donc ça fait quand même quelques années déjà, donc une belle Beaucoup expérience. trop, beaucoup trop d'années. En tout cas, vous n'avez pas changé de secteur, donc déjà, c'est que vous y êtes bien. Non, exactement. Ouais, Et, tout à fait. donc, vous avez couvert un paquet de Jeux Olympiques, puisque pareil, si je dis pas de bêtises, ça correspond à peu près à 16. Très Donc, bien. 1992, c'est ça? Ouais, ça, exactement. C'est Albertville. Déjà, je trouve ça incroyable parce que on est beaucoup à rêver de voir des Jeux Olympiques, pas forcément comme photographe, mais de base. Donc déjà, ça doit être incroyable à vivre cette ambiance, cette atmosphère-là, sportivement parlant entre guillemets. Et en plus, vous avez été donc photographe pour certains sportifs, donc notamment donc, Teddy Riner, Martin Fourcade, certains de nos plus beaux représentants français au final. Déjà pour commencer, comment allez-vous et est-ce que vous pouvez me dire, parce que finalement, le dernier événement, entre guillemets, sportif, important que vous avez fait, c'était les derniers à Tokyo, qui était un peu différent avec cette période sanitaire. Donc, comment allez-vous? Et est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé finalement dans ce contexte un peu différent? Alors, je vais très bien. Écoutez, Tokyo, en fait, on s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus dur que ça, parce qu'en fait, le Kojo japonais nous a bombardé de mails tous les matins, à pratiquement un mois et demi avant la manifestation, avant le début des Jeux. Donc, tous les matins, on recevait des mails et c'était évidemment les questions sanitaires, tout le temps, la même chose. On a vécu en fait en circuit fermé, comme on le fera d'ailleurs pour Pékin l'année prochaine sur les Jeux d'hiver. Moi, j'avais constitué une équipe de 8 personnes. On était 7 photographes et une éditrice. Et en fait, quand on nous avait tellement prévenu que ça allait être difficile et que les conditions allaient être insupportables, en fait, bon an, mal an, ça s'est plutôt bien passé parce qu'une fois qu'on est arrivé, on n'a pas trop attendu à l'aéroport. On nous avait dit, oh là là, l'aéroport, il y a 7 contrôles, 8 contrôles. Il y a des gens qui ont attendu 6 heures et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont passé 6 heures dans l'aéroport. Il y avait 6 contrôles sanitaires. Nous, on est arrivé au bon aéroport, c'était Narita. On n'a passé que 2 heures. Alors que l'autre aéroport de l'autre côté de Tokyo, c'est vrai que les contrôles étaient plus longs et plus fastidieux. Donc, une fois qu'on est sorti de là, on est arrivé comme d'habitude à notre hôtel de presse. Et puis, c'est parti, je dirais, comme des Jeux Olympiques normaux, à part qu'on avait quelqu'un à la porte de l'hôtel, de la sécurité, qui nous contrôlait. On ne pouvait pas sortir seul. Il y avait une personne qui nous amenait au bus presse pour aller soit au Media Press Center, soit au hub des bus qui desservent après tous les sites olympiques. Voilà, c'était, si vous voulez, contrôlé. Mais bon, ensuite, l'homme s'adapte facilement et on s'est adapté. Donc, on savait que de toute manière, ça allait être dur. Donc, franchement, ça a été des jeux, je dirais pas si compliqués que ça. Voilà. Donc, ça s'est très bien passé en plus. On a pu bien travailler. Je pense qu'il y avait moins de photographes que prévu
parce qu'en fait, les gens ont eu peur. Il y a plein de photographes indépendants qui ne sont pas venus parce qu'il faut savoir que sur les jeux, soit vous logez dans un hôtel de presse qui est mis à disposition par le COJO, soit vous vous débrouillez par vos propres moyens. Et là, il y avait plein de photographes maintenant avec Airbnb qui logent dans des Airbnb et tout ça avait été complètement interdit par le COJO. Donc, ces gens-là n'ont pas voulu faire le déplacement, ça coûtait trop cher. Il faut savoir que des jeux, ça coûte très cher. Et les photographes indépendants, souvent, c'est vraiment ric-rac, si vous voulez, pour qu'ils puissent aller sur des jeux, prendre des images, et puis que le curseur, il est compliqué pour eux, donc il faut faire attention aux frais, il faut savoir partir ce qu'on appelle avec des biscuits, donc avoir des clients. Si vous n'avez pas de clients et que vous faites des jeux, automatiquement, maintenant, vous avez plus de mal à vendre les images et plus de mal à en vivre. Mais franchement, on était content de rentrer parce qu'on y a passé 3 semaines. En général, on part une semaine avant. On était content de rentrer, mais par contre, ça s'est vachement bien passé. Il n'y a pas eu de gros soucis. Le seul gros souci, c'est si on avait eu dans l'équipe quelqu'un qui était contaminé. Là, par contre, ça nous mettait tout par terre parce qu'on était tous cas contact et on ne pouvait plus travailler. Donc, en fait, les 8 personnes de l'équipe, on était à Tokyo et on aurait passé 14 jours en quarantaine. Et là, ça aurait été une catastrophe. Il faut savoir qu'il y avait des tests salivaires tous les jours, les 4 premiers jours, et qu'ensuite, il y avait des tests salivaires tous les 3 jours. Voilà. Ok, petit contrôle. Mais en fait, heureusement que ce n'était pas des tests nasopharyngés, parce que salivaire, c'est facile, hein, vous crachez dans une éprouvette et puis vous le laissez. Et là-dessus, ils ont été très, très bons. Et ils ont eu le mérite de les organiser. Parce que franchement, heureusement que c'est le Japon. Je pense qu'il y a pas mal de pays qui auraient laissé tomber. Hein. Parce que là, franchement, vu les conditions, ils ont été courageux. Hein. Voilà. Mais ça s'est bien passé, franchement. Donc ça, finalement, c'est votre dernier événement. Moi, j'aimerais déjà comprendre comment commence cette histoire, quoi. C'est-à-dire, quand est-ce que vous commencez la photo? Est-ce que vous avez fait des études là-dedans? C'est quoi votre histoire avec la photographie, finalement? Alors, la photographie, moi, j'ai toujours été passionné à l'âge de... Moi, j'ai commencé à être passionné à l'âge de 11-12 ans. En cadeau d'anniversaire, j'ai eu un Instamatic à l'époque, Kodak. Et j'ai fait mes premières photos. Et en fait, j'étais à l'époque, je jouais beaucoup au tennis. J'étais passionné de tennis, je jouais 3-4 fois par semaine quand j'étais gamin. Je faisais partie d'une équipe dans un club. Et ma passion pour le tennis, en fait, ensuite, ça a un peu, je me suis dit, mais j'étais abonné à Tennis Magazine, qui était à l'époque la grande revue de tennis en fait en France. Et il y avait un photographe à l'époque qui s'appelait Serge Philippot, qui a pris sa retraite maintenant, mais qui est resté photographe de Tennis Magazine pendant pratiquement 35 ans. C'est quelqu'un qui a fait plus de 30 Wimbledon, 30 Roland-Garros, autant de Flushing Meadows. Enfin, c'est quelqu'un. C'était un très bon photographe de tennis. Et moi, j'avais tous ses posters dans ma chambre. Tous les posters de Borg. C'était les grandes époques. Hein, Borg, McEnroe, Gerulaitis. Enfin, c'est des gens, pour des jeunes, ça veut rien dire. Mais il y avait aussi Noah. Bon, voilà. Et en fait, moi, j'avais une chambre où j'avais que des posters de tennis et je me suis dit un jour, je prendrai la place de Serge Philippot, je serai photographe de tennis. Et j'ai pas été photographe de tennis, mais en fait, j'étais passionné de sport, donc j'ai tout fait pour faire de la photo de sport. Voilà. Ça a commencé comme ça. Alors après, c'est de fil en aiguille. Après, si vous voulez, c'est les opportunités, les chances d'arriver au bon moment quand il faut. Moi, j'ai fait des études de photo, donc à l'ETPA, l'école technique de photo à Toulouse, justement. Et 2 ans pour avoir un BTS, parce que mes parents voulaient que j'ai un diplôme, ce qui en photo ne sert absolument à rien. Je le dis aux jeunes, hein, franchement. En fait, on sait que la photo, c'est l'œil, la lumière, le diplôme, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai commencé, j'avais une formation de laborantin, en fait. J'étais laborantin, je m'occupais de ce qu'on appelait à l'époque les chaînes E6. E6, c'était le développement des diapositives. Et en fait, j'étais laborantin, donc mon premier boulot, c'était à Lille. J'y suis resté 1 an. J'ai rencontré un gars qui bossait avec moi, qui était qui est devenu un très bon pote à moi, qui était, lui, passionné de photos, mais de photos de sport mécanique.
Et cette personne, en fait, a été appelée à l'époque chez DPPI. DPPI, c'était une grande agence de photos de sport mécanique. En fait, ils ne faisaient que des sports mécaniques. Et ils cherchaient quelqu'un au labo. Ils avaient un laboratoire intégré. Ils cherchaient quelqu'un au laboratoire. Donc, cette personne est partie. Et 6 mois après, il m'appelle. Il me dit, écoute, Philippe, il y a une place au labo qui se libère chez DPPI. Donc, est-ce que tu veux venir? Une dit deux. Le lendemain, je suis parti du labo GT. Je suis descendu chez DPPI. Et mon premier jour, alors ça, c'est une petite anecdote, mais c'est drôle. Je suis rentré le week-end des 24 heures du Mans chez DPPI. Et c'était le plus gros week-end de l'année. Parce qu'en fait, ils avaient un nombre de pellicules à développer. Il y avait 4-5 photographes sur les 24 heures du Mans. Ils avaient beaucoup de contrats avec les constructeurs, tout ça. Et en fait, je suis rentré, j'ai travaillé, j'ai commencé le dimanche soir à 20 heures, quand en fait les films revenaient des 24 heures du Mans. Et j'ai fini le lundi soir à 21 heures. Donc, j'ai travaillé 25 heures de suite le premier jour. Ah, c'est un bel accueil. Et voilà. Et tout de suite, ça m'a mis dans le bain. Donc, on travaillait beaucoup, beaucoup, mais l'ambiance était vraiment sympa. C'était vraiment une petite équipe. L'agence, il y avait 15-20 personnes, si vous voulez. C'était que des photographes qui étaient des cancres à l'école, qui étaient restés... ils sont devenus photographes parce que ils faisaient rien à l'école, ils avaient des parents dans le milieu automobile, et puis il y a des trucs qui, voilà, ça s'est passé, ça au fil. Voilà, on peut pas savoir, en fait, c'est assez drôle. Mais bon, voilà, moi je suis rentré là, donc j'ai fait du labo, je suis resté au labo 4-5 ans, mais en même temps je faisais de la photo. Tous les week-ends, je partais en reportage, en fait. Et moi, petit à petit, j'ai développé ce qu'on appelait le service omnisport, parce que moi je détestais les sports mécaniques, j'aimais pas du tout ça. Donc, en fait, j'ai développé le service omnisport et après, j'ai créé le service omnisport de l'agence DPPI. Voilà. Et je suis resté 22 ans chez DPPI. Ah oui. Okay. Et donc, j'ai commencé, je suis rentré en 89. Mes premiers jeux, je les fait en 92 à Albertville, premier jeu d'hiver. Ensuite, on enchaîne avec Barcelone. Voilà. Puis c'est parti comme ça, quoi. Et du coup, en fait, donc c'est par cette opportunité d'entrer chez DPPI que vous avez eu cette liaison avec les Jeux Olympiques. Voilà. Vous avez pu avoir votre... Exactement. En fait, avant DPPI, je faisais de la photo un petit peu pour moi, si vous voulez. Je faisais un peu de photo de sport, mais comme un amateur. Quand je travaillais dans les laboratoires à Lille, le week-end, je regardais ce qui se passait et puis j'allais faire une petite compétition en photo, voilà, comme ça. Et en fait, d'arriver chez DPPI, qui était à l'époque une grosse agence très structurée, mais qui n'avait plus aucun photographe d'omnisport, si vous voulez, ça m'a permis, moi, de relancer le truc, de commencer, si vous voulez, à faire des photos de sport qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Donc, j'ai commencé par faire du tennis, du golf, le foot, non, parce que j'y ai jamais touché pratiquement. Et c'est comme ça qu'on a développé le secteur omnisport et qu'on partait, voilà, tous les mois. Moi, c'est ce que je dis aux jeunes maintenant, si vous voulez. Pendant les 5 premières années, j'ai pas pris de vacances. Les 5 premières années, c'était labo la semaine, du lundi au vendredi, reportage le week-end. Et si c'était pas labo de la semaine, c'est que je partais en reportage faire des photos. Voilà. Et pendant 5 ans, ça a été comme ça. Après, on s'est un peu organisé. Il y a d'autres photographes qui sont arrivés. Et puis comme ça nous a permis de monter une belle structure. Donc, j'y suis resté jusqu'en 2011 chez DPPI. Voilà. Et finalement, que ce soit dans le métier de photographe ou même de façon globale, vous m'avez dit, donc, premier JO 92, et à chaque fois, en plus, vous avez fait plus ou moins été ou hiver, j'imagine, vous avez fait 16 couverts Jeux Olympiques. Ouais. Qu'est-ce qui a changé finalement entre les JO de 92 et les JO qu'on peut voir aujourd'hui? Beaucoup de choses. En fait, ce qui a changé surtout, c'est la grandeur, en fait, des JO, si vous voulez. C'est devenu ce qu'on appelle un tel Barnum. C'est devenu tellement grand, tellement énorme. Il y a tellement d'argent en jeu, si vous voulez, qu'en 92, alors moi, j'ai pas fait 88, j'ai pas fait Séoul, malheureusement, mais il paraît que Séoul, jusqu'en 88, c'était des jeux de village, en fait. C'était les Jeux Olympiques, c'était des trucs, voilà, on faisait les jeux comme, je sais pas, une attraction. Ouais, c'était vraiment tranquille, c'était des petits trucs, c'était des petits jeux. Ouais, et puis en fait,
Ouais, c'était des jeux, voilà, c'était des jeux à la bonne franquette, quoi. Voilà, c'était des trucs. Le CEO s'était pas dit, il faut quand même qu'on commence à faire de l'argent et qu'on devienne professionnel. Et en fait, ça, c'est Samaranch, le président de l'époque du CEO. Je crois que c'est Juan Antonio Samaranch, qui était un Espagnol. Et c'est devenu en fait très gros à partir de Barcelone 92. En fait, Barcelone 92, c'était déjà plus important, bien que les restrictions, notre condition de travail était plus facile parce que moi, à Barcelone, ce qui était très drôle, c'est aussi une anecdote, c'est que moi, j'allais sur les sites en scooter. J'avais fait venir mon scooter de Paris dans un camion et je me trimballais dans Barcelone en scooter entre les sites olympiques, en fait. Ce qui maintenant paraît complètement Réalisable, ouais. totalement impossible. Quand je me voyais pas à Tokyo faire les sites en scooter, mais ça c'était drôle parce que j'étais totalement libre en fait. À l'époque, j'étais le seul photographe de DPPI à y aller à Barcelone, donc on y allait vraiment pour faire de l'image. On n'y allait pas pour faire de l'actu, pas faire les gagnants, pas faire les médailles d'or françaises. On y allait vraiment pour faire de l'image de sport parce qu'on en manquait, que je venais d'arriver 2 ans ou 3 ans avant et que c'était les premiers JO d'été qu'on faisait. Et voilà, il nous fallait de l'image de sport, d'illustration. Voilà. Après, Albertville, c'était des petits jeux assez tranquilles, quoi. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vécu à Pyeongchang ou à Sochi, où les Russes ont dépensé, je crois que le budget de la Russie, 50 milliards pour organiser les Jeux Olympiques, ce qui est complètement faramineux. Mais voilà, ça a beaucoup changé. Et Lors de cette liberté-là, ouais. de déplacement, etc., justement, vous dites que c'est plus sérieux, enfin, entre guillemets, il y a plus d'investissement, etc. Et Ah comment oui. ça se perçoit aussi, en dehors du fait que vous étiez plus libre, etc., comment vous le percevez? C'est quoi? C'est les infrastructures? Ouais, c'est les infrastructures et c'est le gigantisme des jeux. C'est-à-dire que moi, quand on a fait Pékin, je me rappelle en 2008, c'était tellement énorme, tellement. Enfin, c'était. En plus, les Chinois avaient mis tellement d'argent là-dedans. Enfin, ils voulaient que ce soit tellement parfait. Les Chinois, ils étaient pris 1 an avant, hein. Alors que 4 ans avant, à Athènes, la veille, les Grecs, ils n'étaient pas prêts. C'est-à-dire qu'ils faisaient le goudron du stade olympique la veille, hein, du stade, hein. La veille de la cérémonie d'ouverture, ils étaient en train de goudronner autour du stade olympique parce que rien n'était prêt. Non, non, mais ça, c'était à Athènes, rien n'était prêt en 2004. En 2008, Pékin, ils étaient prêts 1 an à l'avance. Et après Pékin, j'ai trouvé ça tellement gros, tellement j'ai dit, il faut que j'arrête les jeux parce que, en plus, nous, en tant que photographes, nos conditions de travail, elles se sont énormément détériorées parce qu'en en fait, on est plus ou moins maintenant, vous savez, vous avez des emplacements, on est plus ou moins parqués, on est beaucoup moins libre qu'avant. À Barcelone, il y avait des emplacements photographes, mais si tu discutais un peu avec les gens, avec les bénévoles, tu arrivais toujours à te débrouiller pour aller dans des endroits. Là, c'est tellement. Là, ça, c'est plus possible, si vous voulez. C'est devenu tellement. C'est vraiment qu'on est. Les photographes commencent vraiment à être parqués. Et vous avez des zones photographes. Et encore, à Tokyo, on a eu de la chance parce que, comme il n'y avait pas de public, on a pu aller dans les tribunes. Mais par exemple, là, à Pékin, je viens de lire les contraintes. Là, par exemple, s'il y avait eu du public à Pékin, mais je crois que c'est à huis clos, il me semble, mais s'il y avait eu du public à Pékin, on n'a pas le droit d'aller dans les tribunes. En plus, avec le Covid, alors là, ça. Mais voilà, en fait, les jeux, c'est bien pour les émotions que tu peux avoir, parce qu'en plus, les athlètes qu'on connaît, voilà. Mais pour travailler, c'est pas le meilleur endroit. C'est vraiment pas le meilleur endroit parce qu'on n'est pas libre de choisir nos angles. On dit vous mettez là, vous mettez là. Vous êtes 40 photographes qui vont faire la même photo. J'imagine. Photographiquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, franchement. Vous pouvez sortir une très belle photo, mais voilà, ça a moins d'intérêt qu'avant. En fait. Et vous parlez justement de ces limitations, vous avez parlé aussi des angles où justement il y a moins de liberté, etc. Et vous m'avez aussi dit il y a quelques minutes que à chaque fois vous partiez grosso modo une semaine avant. Donc je me dis, comment vous préparez? Est-ce que ça se prépare en tant que photographe des JO ou est-ce que vous avez petit à petit développé un côté feeling où vous savez très bien comment s'organiser, etc. sur les événements? Qu'est-ce qu'il faut préparer en fait pour une personne comme moi qui connaît rien en photo? Qu'est-ce qu'il faut préparer en avance pour être prêt au moment voulu, quoi? C'est surtout préparer photographiquement
ça se prépare pas trop. C'est en fait toute l'organisation autour. C'est-à-dire qu'il faut booker les chambres un an avant, il faut choisir les hôtels un an avant, il faut commencer à les payer un an avant. Des choses comme ça qui sont pas très agréables à faire, mais il faut le faire. Donc, il faut déjà regarder. Il faut choisir l'hôtel parce qu'il y a plein d'hôtels de presse. Donc, par exemple, à Tokyo, j'avais choisi un hôtel qui me paraissait pas trop loin du Main Press Center. Alors, le Main Press Center, en fait, c'est là où tout se passe. Enfin, c'est le centre de presse principal. Et à côté, en général, du Main Press Center, vous avez le hub des bus qui vous emmène sur tous les sites. Donc là, quand on est arrivé à l'aéroport et qu'ils nous ont emmenés à l'hôtel, j'ai dit, oh là là, ça va pas être drôle. Et en fait, c'est vrai, on était à 40 minutes du hub des bus, si tu veux. Donc en fait, ça, c'est 40 minutes de moins en sommeil le matin et 40 minutes de sommeil en moins le soir quand tu rentres tard. Donc en fait, c'est pas évident. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on réserve des hôtels, ils vous demandent de faire 3 choix. 1, 2, 3. Vous les avez jamais. Jamais. Ils vous donnent toujours autre chose. Ah, parce qu'ils trouvent des excuses. Ah, ben non, celui-là, il est plein. Ah, ben non, celui-là. Donc, moi, à chaque fois que j'ai réservé des hôtels pour des Jeux Olympiques, je n'ai jamais eu celui que je voulais ou ceux que je voulais dans les 3 choix. La seule fois, là, c'est à Pékin, en fait. À Pékin, j'ai demandé un hôtel. Ils me l'ont filé. Donc, je me dis qu'il y a moins de monde que d'habitude. Voilà, exactement. Je me dis qu'il y a moins de monde que d'habitude. Donc, c'est ça, c'est surtout de l'organisation comme ça. Et puis photographiquement, si vous voulez, il faut après avoir des bons photographes avec qui on bosse souvent. Là, on était 7. Il y en a dont 6, en fait, qui ont déjà fait pas mal de jeux. On a pris une petite nouvelle, une fille jeune, parce qu'en fait, nous, la moyenne d'âge, quand même, elle doit tourner autour de 50 balais. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai que nous, on est sur la fin, il ne faut pas se leurrer. Donc, on a pris une demoiselle qui s'appelle Pauline Ballet, qui fait beaucoup de photos, qui fait que de la photo de sport et qui fait beaucoup de photos de vélo. Une très bonne photographe de cyclisme. Et elle était très partante, elle s'est très bien débrouillée. Mais voilà, après, l'organisation en amont, ça ne demande pas une organisation. Parce qu'en fait, déjà, les photographes avec qui je bosse connaissent les Jeux Olympiques. D'accord. Donc, ils savent, moi, la plus grosse organisation qu'on a à faire, c'est le programme. En fait, moi, je fais le programme, j'établis un programme, en fait, et je répartis les photographes sur les sites en fonction. Nous, notre premier but, c'est de ne louper aucune médaille française. Voilà. Parce que notre premier client, c'est le Comité national olympique. Donc, on est l'agence de l'équipe de France olympique. Donc, on n'a pas le droit de louper une médaille française. Si ça nous est arrivé, hein. Là, on n'en a pas loupé à Tokyo. À Rio, on n'en a pas loupé. À Londres, on a loupé la première. Tir au pistolet. Une nana qui sortait de nulle part, que personne nous avait dit elle peut être médaillable. Alors là, on est passé à travers complet. Donc voilà, notre premier truc, c'est de ne pas louper une médaille française. Et donc, c'est moi qui fais le planning. Et ça, c'est le plus long à faire, en fait. Le planning, c'est vraiment long. Et du coup, vous me parlez de ce planning-là. C'est-à-dire que, par exemple, vous, personnellement, ou l'une des personnes avec qui vous travaillez, ouais. C'est quoi un planning type? C'est-à-dire, vous avez, par exemple, une compétition, vous savez que ça va durer 2 heures, par exemple, vous arrivez un peu avant, vous prenez des photos avant, pendant, après, et puis vous partez. Alors, en fait, par exemple, sur les Jeux d'été, à Tokyo, il y a beaucoup de sports dans une journée. Donc, moi, je répartis les 7 photographes, dont moi, d'ailleurs. Je fais un peu moins de photos que les autres parce que maintenant, moi, je m'occupe aussi ce qu'on appelle du Club France. Le Club France, en fait, c'est la maison du sport français, en fait, qui est à chaque fois dans les villes olympiques. Ils choisissent un endroit. Et en fait, tous les médaillés y passent. Moi, je fais des studios des médaillés quand ils passent après leur. Donc, je suis beaucoup au Club France. La soirée, par exemple, pratiquement tous les soirs, je suis au Club France pour faire les studios des médaillés. C'est-à-dire les studios des médaillés? C'est-à-dire les studios photos, en fait. J'installe un studio photo. J'installe un studio photo et on immortalise tous les médaillés des Olympiades à chaque fois. On fait ça depuis que je travaille pour le CNO. Nous, nos premiers jeux, ça a été à Turin en 2006, les Jeux d'hiver. Et depuis, en fait, c'est pour avoir une photo en studio de tous les médaillés. Donc après, ça
Ça sert après aux archives, mais on les vend aussi en actualité, enfin des choses comme ça. Donc voilà. Et donc, non, on arrive assez tôt en avance sur les événements parce qu'en fait, il faut qu'on choisisse les places, il faut regarder. Souvent, pour un exemple, le judo à Tokyo, il y a du monde parce que le judo à Tokyo, c'est le sport numéro 1 au Japon. Donc, vous avez une tripotée de photographes japonais qui arrivent 3 heures avant, qui mettent leur sac sur les bancs, qui scotchent avec le nom de l'agence sur les bancs et pour garder leur place, si vous voulez. Donc, il faut qu'on arrive en avance tout le temps. Par contre, après, en fait, ça se passe comme ça. On arrive un peu en avance, on s'installe, on fait la compétition. Pendant la compétition, s'il y a des trucs importants, on envoie des images en live de nos boîtiers photos, en fait, directement sur un serveur FTP. Comme ça, les clients peuvent les récupérer instantanément pour commencer à les diffuser sur les réseaux sociaux, les sites web et tout ça. Ensuite, après, soit quand on est pressé, on repart, on reprend un bus et on va sur un autre site. Soit on reste un peu en salle de presse, on fait un petit editing de quelques photos qu'on met sur le site qu'on a. Nous, on a un site photo qui s'appelle kmsp.fr et où toute notre prod est visible. Voilà. Toute notre prod photo est visible. Du coup, vous enchaînez plusieurs sports. Est-ce que il y en a un peut-être plus dur ou dans un contexte un peu plus défavorable, entre guillemets, pour un photographe à apprendre? Plus dur. Alors, en fait, c'est pas que c'est plus dur, c'est par affinité de sport. C'est-à-dire qu'il y a des sports qu'on aime et il y a des sports qu'on n'aime pas. Moi, par exemple, pour ne rien vous cacher, je déteste le volleyball. J'ai beaucoup de mal à faire une bonne photo de volleyball. Bon, ils ont été champions olympiques. Ça tombait bien parce que le photographe avec qui on travaillait, qui faisait partie de notre team, était aussi le photographe de la Fédé de volley. Donc, c'est lui qui s'est tapé tous les matchs de volley. On était très contents parce que moi, le volley, j'ai beaucoup de mal, par exemple. Ça aurait pu vous c'est pas que j'aime pas le sport, hein. C'est que je trouve que c'est très difficile d'avoir une belle photo de volleyball. Voilà. Après, il y a des sports qui sont très photogéniques. Quand vous faites de la clé, par exemple, la clé, il se passe tellement de choses sur un stade que vous avez plein d'angles différents. Vous sautez, vous allez à la perche. Ensuite, il se passe un truc sur la piste. Après, voilà. Donc, la clé, c'est assez sympa à faire. Voilà, il y a des sports. La natation, mon associé qui s'appelle Stéphane Campiner, avec qui je suis associé sur KMSP, lui est spécialiste de la natation. Donc, lui, il a passé 8 jours à la piscine. Nous, on n'a pas besoin d'aller à la piscine. Lui, il y va. On est très content parce que 8 jours à la piscine, avec des gens qui nagent en intérieur, des gens qui sifflent, voilà, c'est pas super fun. En fait, c'était très bien. Ça aussi, ça a changé. Parce qu'à Barcelone, la natation, c'était en extérieur. Et ça, c'était fabuleux. Parce qu'on avait des lumières. La natation, c'est un sport tellement beau quand c'est en extérieur. En intérieur, la natation, c'est moche. Ah, c'est vrai que c'est totalement différent. Ouais. Ah ouais, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la natation et le plongeon, à Barcelone, c'était à l'extérieur. Et moi, l'une des plus belles photos que j'ai faites, c'était en 92 à Barcelone, pendant les compétitions de plongeon, parce que le plongeoir sur la colline de Montjuïc, vous avez la fille qui saute et derrière, vous avez toute la ville de Barcelone, avec la Sagrada Familia au loin et tout ça. Et c'était sublime. Ça, maintenant, ils plongent dans une salle, vous avez des fonds noirs, des fonds pourris, voilà. Donc ça a changé aussi parce qu'il y a beaucoup de sports qui étaient à l'extérieur, maintenant, se retrouvent à l'intérieur, en fait, pour des questions de météo, je pense de télévision, parce que ça va être plus simple, des choses comme ça. Pour pas que ça bloque des sports où on doit attendre que la météo Garros. Voilà. Donc ces sports-là, c'est vraiment dommage parce que c'était des sports en extérieur. La natation, c'était fabuleux en extérieur. En intérieur, c'est beaucoup moins sympa. Hein. Et pour vous, du coup, même si je pense qu'il y a plein de facteurs et peut-être chacun a sa définition, c'est ce qui est intéressant aussi, mais c'est quoi une photo réussie en fait pour vous? Le plus important, en tout cas, le truc qui fait que vous êtes satisfait quand vous la voyez ensuite, quoi. Normalement, en fait, la photo, le plus important pour une photo, c'est la lumière. Si vous avez une lumière, si vous avez vraiment une belle lumière, c'est plus facile que de faire une belle photo avec une très belle lumière que si il tombe des trompes d'eau, par exemple. Donc, normalement, photo, le mot photo, c'est lumière, en fait. Un photographe, ça veut dire écrire avec la lumière. Donc, en fait, c'est vraiment la définition de photographe.
Donc, c'est vraiment la lumière. Ensuite, l'instant en sport, c'est beaucoup l'instant présent parce que en fait, vous figez le mouvement en sport et c'est en sport, dans une belle photo de sport, il y a quand même énormément de chance parce que c'est pas une photo de vous construisez, c'est une photo où vous subissez. Vous subissez et c'est à vous de trouver l'angle, la lumière et le cadrage. Ouais. Voilà. En fait, le sport écrit le scénario, alors que dans cette Voilà. photo, vous Voilà. En écrivez le fait, scénario. nous, exactement. Nous, on n'écrit rien du tout. On subit, on regarde, on est spectateur et on n'est pas du tout acteur, on est spectateur. Et il faut réagir au bon moment, il faut être bien placé et il faut que le geste soit beau. Parce que vous pouvez faire un super cadrage, une super lumière, mais si le geste de sport est moche, eh ben vous aurez une photo pas belle. Hein. Moi, je fais beaucoup de photos de golf, par exemple. Si le swing du joueur ou de la joueuse est pas beau, eh ben, vous ferez pas une belle photo, même si vous avez une lumière de fou et si vous avez un super cadrage. Donc, en fait, c'est beaucoup le mouvement. Voilà, c'est ça, une belle photo. Après, quand vous regardez dans le viseur, en fait, vous faites la photo et à un moment, vous dites, putain, celle-là, c'est bien. Alors, des fois, vous regardez sur l'écran et puis vous dites, ben non, finalement, c'est pas terrible. Et puis, il y a des moments, vous faites des photos, vous êtes aperçu de rien, et quand vous la voyez sur l'écran ou sur le Mac, vous dites, putain, ça, c'est bien. Voilà. Après, il y a vraiment l'œil. Vous avez des photographes qui ont un œil. Artistique. Voilà. Voilà. Vous avez des photographes qui ont un œil. En fait, le premier photographe à avoir eu un œil vraiment artistique en sport, c'est Gérard Van Diestadt, qui était la seule agence à l'époque connue dans le sport. C'est-à-dire que Gérard Van Diestadt, c'était vraiment la référence au niveau sport. Il avait tous les meilleurs photographes de sport de France, et pratiquement pas du monde, mais presque. Bon, après, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à suivre le courant, pas réussi à suivre l'évolution. Il ne voulait pas passer en numérique. Donc, il a dit, ah non, le numérique, c'est de la merde, je ne passerai jamais en numérique. Mais il a eu tort sur beaucoup de choses. Donc, l'agence est morte il y a, je sais pas, une dizaine d'années maintenant, une douzaine d'années, parce qu'il n'a pas modernisé, qu'il n'a pas réussi à s'acclimater aux nouvelles techniques. Voilà. Et vous parlez de modernisation de photos, d'ailleurs, ça tombe bien. Est-ce que justement, la photo, ça a changé dans 20 ans, 30 ans de carrière? Ah oui, oui. Ben, ça a totalement changé. En fait, l'exemple que je prends, c'est souvent le Tour de France, parce que le Tour de France, quand on travaillait ce qu'on appelait en diapo, donc en film, on avait des films, il y avait 36 vues sur le film. Hein. Et en fait, on ne voyait pas ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on faisait nos photos, on rangeait la pellicule, et puis après, on allait au labo, on l'a développé. C'est le lundi matin, quand on regardait sur la table lumineuse, s'il y avait des bonnes photos ou s'il n'y avait pas des bonnes photos. Donc, en fait, notre métier a totalement changé avec l'arrivée du numérique. Parce que avant, sur un Tour de France, vous faisiez l'étape en moto, vous étiez sur une moto, vous faisiez l'étape. À 5 heures, le mec, il passait la ligne, vous faisiez la photo. Les pellicules, vous les apportiez à un motard. Le motard, il les apportait à un hélico. Et l'hélico, il remontait sur Paris tous les soirs. Et les coursiers des agences venaient chercher les pellicules à l'hélico quand il arrivait. C'est improbable. Voilà. Et nous, on s'occupait de rien. Bah, il y a des trucs encore plus fous parce que moi, j'ai fait la Coupe de l'Américain en 95 à San Diego. Je suis parti 1 mois et demi. Et en fait, là, c'était pareil. On était toujours en pellicule. Donc, en fait, il fallait que nos pellicules, elles partent de San Diego pour arriver à Paris. Donc, en fait, tous les 2 jours, on allait à l'aéroport de Los Angeles, en fait. On essayait de trouver un passager qui avait une bonne tête. On allait le voir et on lui disait « Est-ce que vous pouvez prendre notre sac de pellicule ?» Et il y a un coursier qui va venir à l'aéroport à Roissy les chercher. Voilà. Et un jour, en fait, on va donc à Los Angeles porter les pellicules. Ce qui devait arriver arrive. Et on trouve quelqu'un et on appelle l'agence le lendemain. On leur dit « C'est bon, vous avez bien récupéré les péloches et tout. » Il nous dit « Bah non. » Alors là, on a dû repartir. Moi, je me rappellerai, on était avec un autre photographe, je crois qu'il a fait du 200 km/h sur l'autoroute. On est arrivé à Los Angeles et en fait, les pellicules, elles étaient restées au comptoir Air France parce que le passager avait eu peur de les prendre et les avait laissées au comptoir Air France. En fait, il y avait, voilà, c'était beaucoup plus l'aventure
que ce qui se passe maintenant avec le numérique. Le numérique, si vous voulez, ça a plein d'atouts, mais on vit plus des choses comme ça. Moi, je me rappelle qu'il y a un photographe en revenant du bol d'or moto de DPPI. Il était en moto lui-même. Il avait les pellicules dans son sac à dos. Le sac à dos s'est ouvert. Toutes les pellicules sur l'autoroute. Des trucs comme ça. En fait, voilà, il y avait et ça, c'est des trucs qui n'arrivent pas. Bon, en numérique, si vous voulez, vous pouvez planter une carte. Hein, voilà, les cartes numériques, elles sont comme ça. Vous pouvez planter une carte ou perdre une carte à la limite. Mais les histoires ne dépassent pas ce cadre, quoi. Voilà, mais les pellicules perdues, voilà. Et donc, je reviens au Tour de France. Donc, sur le Tour de France, à 5 heures, quand le mec avait passé la ligne d'arrivée, nous, on avait fini notre boulot. Donc, on était à l'hôtel à 6 heures. À 19 heures, on prenait l'apéro, où il y avait une piscine dans l'hôtel, on se reposait, machin. Maintenant, à 5 heures, il passe la ligne, vous filez en salle de presse, vous avez 2-3 heures d'editing, et en fait, vous arrivez à l'hôtel, il est 21 heures, quoi. Et en fait, nous, en tant que photographe, ça nous a rajouté un boulot de dingue. Parce qu'en fait, vous passez pratiquement autant de temps devant votre ordinateur qu'en train de faire des prises de vue. Donc ça a été vraiment un énorme changement. Voilà, ça c'est vraiment, en fait, maintenant, avant on avait un métier, maintenant on a 2 métiers parce qu'on fait l'editing, on fait les légendes, enfin voilà, et puis c'est beaucoup plus astreignant qu'avant. Même si c'est plus facile parce que maintenant vous faites une photo, vous la regardez sur l'écran, si elle n'est pas bonne, vous la dilettez, si elle est bonne, bon, voilà. Mais c'est vrai, et encore, alors moi j'ai connu l'argentique, donc les pellicules, et le numérique. Mais les anciens photographes de sport, qui sont maintenant à la retraite, mais qui étaient par exemple des journalistes de l'équipe ou les photographes de l'équipe, ils ont commencé à la plaque, les photos de foot. C'est-à-dire qu'ils avaient des plaques en verre, ils avaient 6 photos à faire dans le match. Ils pouvaient faire que 6 photos. Donc, et eux, ils ont vu ça, ils ont vu les pellicules argentiques et ils ont vu le début du numérique, en fait. Et pour eux, eux, ils ont vécu un bouleversement complet. Nous, c'était déjà un bouleversement, mais alors eux, c'était un truc de fou, quoi. C'est incroyable. Et c'est marrant parce qu'un peu plus tard, j'ai eu ma fameuse question de quelle anecdote vous avez. J'ai l'impression que vous en avez raconté 40 déjà, mais bon, bref. Ouais, mais bon, après, en 30 ans, heureusement qu'il y a des anecdotes. Hein, ouais, c'est sûr. Et du coup, je le disais aussi en début, donc vous êtes photographe personnel aussi de sportif. Enfin, vous avez quand même suivi, entre guillemets, personnellement, en dehors de couvrir des événements, certains athlètes, donc Teddy Riner, Martin Fourcade, j'en ai parlé un peu au début. Ouais. Ça signifie quoi, en fait, concrètement, à la différence de couvrir un événement? Alors, en fait, moi, j'ai commencé ça. La première que j'ai suivie, en fait, c'était Christine Aron. Christine Aron, c'était une athlète sprinteuse qui courait le 100 et le 200 mètres. Donc, j'ai travaillé 7-8 ans avec elle. Et en fait, je faisais toutes ses photos. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas être embêtée parce que à partir du moment où certains athlètes sont médiatisés, ils sont très courtisés et ils ont des demandes sans arrêt. En fait, maintenant, moi, je suis toujours le photographe de Teddy Riner. Je travaille tout le temps avec lui. Et si vous voulez, un gars comme Teddy reçoit des demandes de photos, d'interviews, très, très, surtout en grosse période. Là, un peu moins, mais en grosse période, c'est tous les jours. Ils n'ont pas le temps. Soit ils font ça, soit ils ne se consacrent pas à leur boulot qui est de gagner des médailles et s'entraîner. Donc, en fait, pour eux, c'était avoir un photographe attitré qui gérait un peu leur image photo. C'était pratique. Voilà. Et en plus, après, quand ça se passe bien, il y a une relation de confiance. Il est sûr que je ne vais pas diffuser des photos dont il n'a pas envie qu'elles soient diffusées, si vous voulez. Donc, avec Teddy, c'est assez incroyable parce que ça fait 14 ans maintenant que je bosse avec lui. Donc, moi, je l'ai connu, il avait 15 ans, il était à l'INSEP. Il venait de rentrer à l'INSEP. Ah, d'accord, c'était pas du tout le Teddy aujourd'hui, en fait. Ouais. Ah non, Teddy, ses premières photos qu'on a fait, et même ses premières photos, on travaillait à l'époque pour la Fédération française de judo. Et ces premières photos, c'est pas moi qui les ai faites, j'avais envoyé un photographe, parce que j'étais pas là. Et c'était Teddy à l'INSEP, il avait 15 ans. Et on avait fait des photos en duo avec une autre judokate, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle a disparu un peu. Mais Teddy, voilà. Et après, moi, je l'ai rencontré, j'ai commencé à le voir à 17 ans. Et en fait, on était en contrat avec la Fédération française de judo.
Et notre contrat se termine en 2005-2006. Et j'entends parler d'un mec qui s'appelle Teddy Riner. Enfin, moi, voilà. Et il a 18 ans. Et en 2007, il y a les championnats du monde à Rio. Et je dis, ce mec-là, quand même, ça serait bien qu'on y aille parce que franchement, il est assez bon. Oh non, c'est loin, ça va coûter de l'argent. Rio, c'est loin, c'est cher, on ne sait pas ce qu'il va faire. Résultat, il est champion du monde à 18 ans. Donc, juste à la fin de l'année, en fait, on s'est rencontrés, à la fin de l'année 2007. On s'est rencontrés, lui, avec son avocate aussi. À l'époque, c'était Delphine Vereden, qui est avocate dans le sport, qui s'occupe maintenant de Kylian Mbappé. Donc, elle s'occupe de beaucoup d'athlètes. Elle s'occupe de Kevin Meyer, Renaud Lavillenie, Martin Fourcade, Kylian. Elle est vraiment spécialisée là-dedans. Et on a commencé à travailler ensemble comme ça. On a fait un premier shooting studio, je crois que c'était le 2 janvier 2008. Et depuis, on travaille ensemble. Pas mauvais en date quand même. Ouais, 2 ou 3. Parce qu'en fait, quand vous indexez les photos, vous êtes obligé de mettre la date. Donc, en fait, les dates, vous les connaissez, en fait. Voilà. Je ne retiens pas les noms, mais les dates, en général, je retiens. Et donc, on a commencé comme ça, et Teddy, ça continue. Là, on est en train de préparer. Là, il va faire début décembre, il fait une vente aux enchères au Bon Marché, qui est un gros magasin parisien. Bon Marché pour l'Institut Imagine. Donc, il est parrain de cet institut, qui est une institut qui s'occupe des enfants malades, je sais, d'une certaine maladie, je ne me rappelle plus du nom. En fait, ça fait longtemps que Teddy est parrain, en fait. Et là, on fait une vente aux enchères et ils m'ont demandé de mettre 5 photos aux enchères de Teddy, les grosses dates, enfin les grandes dates de Teddy de sa carrière. Donc voilà, après en fait, j'ai travaillé avec Marie-Jo Pérec pendant 4-5 ans. Entre 98 et 2003, quand elle a arrêté. J'étais malheureusement là la veille de son départ à Sydney. À Sydney, en fait, j'ai fait des photos la veille de son départ sur la terrasse de son nouveau hôtel. Elle était pétrifiée. Je ne sais pas ce qu'elle avait, en fait. On n'a jamais su ce qu'elle avait. C'est une histoire de dingue parce que moi, je l'ai vue la veille. Et en fait, on a commencé à faire des photos et je lui ai dit, bon, allez, on arrête. Pas la peine. Donc, on a discuté pendant 1 heure. Mais elle se sentait pas bien, elle se sentait agressée. Elle me dit, dès que je sors dans la rue, les gens me crachent dessus. Enfin, c'était un truc, c'était une histoire, c'était incroyable, quoi. Donc voilà, donc Marie-Jo, je la vois encore parce que Marie-Jo, elle s'occupe aussi, elle est la compagne de Sébastien Foucras, qui en fait, Sébastien Foucras, c'est un ancien athlète qui a été médaille d'argent à Nagano en 98 et qui s'occupe des étoiles du sport. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des étoiles du sport. Voilà. Donc, c'est l'organisateur des étoiles du sport et c'est le compagnon de Marie-Jo Pérec. Donc, Marie-Jo, je la rencontre très souvent. On a encore fait un shooting il y a 2 mois ensemble pour une couverture du Parisien Week-end. Tu vois. Donc, voilà, c'est des gens. En fait, ce qui est très drôle, c'est que avant, je photographiais des athlètes qui avaient mon âge, souvent, parce que Marie-Jo, elle est un tout petit peu plus jeune que moi. Et maintenant, je photographie des athlètes qui ont l'âge de mes enfants. Donc, c'est assez drôle parce que c'est toute une génération. Voilà, maintenant, je photographie des gamines qui ont 18 ans, 19 ans, qui ont l'âge de mes filles. Enfin, c'est assez drôle. Donc, voilà, et travailler avec un athlète, c'est hyper intéressant, surtout que j'ai travaillé avec Martin aussi. Alors, Martin, c'est pareil, c'est un mec en or, c'est un athlète exceptionnel. C'est un gars incroyable. Et c'est un gars d'une simplicité, qui n'a pas le melon, qui n'a pas la grosse tête. Voilà, c'est des gars comme ça. Teddy, il n'a pas changé. Teddy, je le connais depuis qu'il a 17 ans. C'est un déconneur. Il n'arrête pas de déconner. Il fait des blagues tout le temps. Il n'a pas changé, quoi. Il est pareil maintenant. Il a 31 ans. Il est pareil. C'est ce qu'il faut penser, je pense aussi. Ouais, c'est sûr que c'est hyper agréable de travailler avec des gens comme ça qui ne changent pas. C'est vrai que voilà. Ils ont le point commun d'avoir pas changé. C'est bien, ça fait plaisir d'entendre de l'extérieur aussi. Et je me pose une question aussi. Là, vous me parlez aussi de photographie des plus jeunes, etc. Je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant, vous êtes photographe dans le personnel des deux, c'est que en fait, je trouve qu'ils sont exactement l'opposé de l'un de l'autre. C'est-à-dire que Martin Fourcade, il est très posé, très calme, assez introverti dans le bon sens du terme, entre guillemets. Teddy Riner, c'est quelqu'un qu'on voit de loin en dehors de sa taille et du fait qu'il soit imposant. C'est quelqu'un
a un sourire qu'on voit de loin, qui concentre vraiment très déconneur, qui te voit. Est-ce que, en tant que photographe, quelqu'un qui est introverti, extraverti, etc., est-ce qu'il y a des choses différentes quand on les prend en photo, quand on Ah oui, prépare? oui, oui. Ah oui, c'est beaucoup plus difficile avec Martin, mais il le sait, Martin, parce que Martin, il n'aime pas spécialement les photos. C'est pas un gars, Martin, il préfère être tranquille, voilà, il aime pas. C'est pas un gars Parce qui qu'il est. intéresse, bien sûr. Voilà, alors que Teddy, c'est pareil, Teddy, il aime pas spécialement les photos, mais ça le fait rire. Teddy, en fait, il fait ça pour le fun. C'est-à-dire que lui, tout le fait rire. Donc dès qu'il y a un truc un peu, dès qu'il y a un truc un peu original, si on a un truc à faire qui est rigolo, il est pareil avec ses partenaires, Teddy. C'est-à-dire que quand il signe avec un partenaire, souvent il donne tellement que les gens ils sont sur le cul parce qu'ils disent mais c'est incroyable. Moi je l'ai Teddy, je l'ai vu pour un partenaire en plein centre de Paris sur les Champs-Élysées arrêter la circulation pour un partenaire. Il est descendu du camion, il a arrêté la circulation sur les champs. Enfin, il est capable de tout, Teddy. En fait, il est capable de tout. En fait, il n'y a rien qui l'arrête, il y a rien, il a peur de rien. Pas Et de judo non plus, d'ailleurs. voilà, c'est ça, c'est un gars. Et puis, ouais, et puis il adore ça, il adore rigoler. Enfin, et puis en photo, il est facile. En photo, il est hyper photogénique. Donc, t'as pas de difficulté à faire des bonnes photos de Teddy. Martin, c'est plus dur. Marie-Jo, c'était plus dur parce que, parlant d'introverti, Marie-Jo, c'était maladif. C'est-à-dire qu'elle était d'une timidité, c'était incroyable. Donc, Marie-Jo, pour faire des bonnes photos de Marie-Jo, c'était dur. Hein. En fait, c'est ça qui doit être intéressant quelque part pour vous, c'est qu'en fait, en dehors d'être photographe, c'est un peu vous avez un peu un rôle de, c'est pas du tout de psy, mais je veux dire, le fait Non. d'être capable de mettre en confiance la personne, ça dépasse quand même le cadre d'une simple photo où il faut être capable de maîtriser la lumière, de mettre en place, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'après, c'est une relation, c'est vrai que c'est une relation. Par exemple, avec Marie-Jo, maintenant, quand je la vois, la dernière fois, le Parisien m'a appelé, ils me disent on veut faire une couverture avec Marie-Jo. Je dis ouais, d'accord, on n'arrive pas à la joindre. Je dis moi je vais l'appeler. Donc moi j'ai appelé Marie-Jo et je lui ai dit est-ce que tu es OK? Elle m'a dit pas de souci, tu veux faire ça quand? Je dis telle date au Parc Monceau, voilà. Donc si c'était pas moi, elle l'aurait pas fait. Mais là, voilà, c'est exactement. Et elle sait que je vais pas envoyer aux Parisiens des photos où elle est pas bien, où elle fait la grimace. Voilà. Donc c'est ça aussi. C'est des liens que tu tisses au fur et à mesure. Après, c'est vrai que, tu vois, on avait essayé de faire la même chose avec Kevin Meyer. J'ai pas poursuivi, moi. Parce qu'en fait, j'y arrive pas. En fait, quand je sens que l'athlète, puis pareil, Kevin, les photos, voilà quoi. Kevin, il est décathlon à Donf, voilà. Ça se voit aussi. On a essayé, c'était la même avocate, c'était Delphine qui m'avait dit est-ce que ça t'intéresse de faire des photos avec Kevin? On a essayé, mais on n'a pas continué, tu vois. Donc après, c'est le feeling que tu as aussi avec l'athlète. Hein. Voilà. C'est une question de feeling. Là, ça s'est toujours bien passé. On n'a jamais, si tu veux, on s'est jamais fâché avec un athlète parce que on avait fait de mauvaises photos, parce que jusqu'à présent, ça s'est toujours terminé en fait avec pratiquement la carrière des athlètes, quoi. Christine, on a arrêté quand elle a fini sa carrière, Marie-Jo aussi. Ce sera pareil avec Teddy, sûrement. Là, Martin, tu vois, il me rappelle, Martin, il a arrêté sa carrière. Pourtant, cette année, tu vois, on a fait des shootings pour Adidas. Quand il a un shooting à faire, il m'appelle, il me dit, est-ce que ça t'intéresse? Voilà. Donc, c'est vraiment une question de feeling et de confiance, quoi. Et après, ce qui est intéressant, justement, c'est cette relation. Et puis en plus, quand vous êtes photographe personnel, il y a le sport et pas que. Quand ils sont en carrière, forcément, j'imagine que le sport peut prédominer en tant que photographe personnel. Mais là, en plus, il y a le côté où vous avez quand même vécu, même j'imagine avec Teddy Riner et les autres, plein de photographies, de moments pris qui dépassent le cadre du sport dans d'autres cadres, en fait, tout simplement, qui ne sont pas forcément dans les événements. J'avais d'ailleurs vu, et d'ailleurs, je ne sais même pas si c'était vous à ce moment-là il est ambassadeur, je crois que c'est toujours le cas UNICEF, et qui a vu cette histoire aussi de déplacement, je crois que c'était au Togo. Ouais, au Togo, c'était moi. Ok, c'était vous.
Ouais. Moi, j'ai fait le Togo. J'étais allé au Togo, c'était fabuleux, ça. Franchement. Parce qu'en fait, vous prenez des photos, vous immortalisez des moments, mais j'imagine que vous Ouais. immortalisez des souvenirs pour vous qui sont Ah bah là, c'est génial. Et ça va- le Togo, en plus, Teddy, c'est des trucs qui lui collent tellement bien. Il est adorable, il adore les enfants, Teddy. Et là, Donc, c'était très photogénique aussi, hein, les photos. ouais. Ben, il est tellement avec les enfants, il est vraiment Ça se voit. Bah, il a un côté réversible. éternel enfant, et je trouve que du coup, ça colle bien. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc au Togo, c'était fabuleux. Après, il en a fait en Turquie, mais j'étais pas là. Donc j'ai envoyé un autre photographe, mais c'était toujours nous, enfin, c'était toujours l'agence en fait. Mais là, il va en refaire probablement. Peut-être qu'il en fera un l'année prochaine. Mais non, franchement, c'est ces moments-là. Et puis, j'ai fait beaucoup de photos. Teddy m'a fait faire des trucs. Un jour, avant les Jeux Olympiques de Londres, Il y a la reprise des anecdotes. au mois de mai, non, mais au mois de mai, il m'appelle, on a un shooting ensemble. Et puis, il me dit, tu pars avec nous en vacances? On part avec Lutna en mer de Chine. C'est Ah, c'était paumé, mais t'imagines même pas. C'est paumé, c'est en mer de Chine, ça se situe au large de la Thaïlande, enfin un truc comme ça. Enfin, c'était il me dit ouais, ça serait bien que tu viennes parce qu'on n'a pas de photos avec Lutna, donc ça serait sympa que tu viennes. Je dis ouais, bon, bah faut que je m'arrange, je vais voir. J'ai fait un périple, avion, voiture, bateau. Enfin, je crois que j'ai dû rester 36 heures sur place. C'était sur une petite île, hein. C'était magnifique, hein. C'était un peu koh quoi. Voilà, c'était un peu ce genre-là. Paumé, mais complètement paumé. Et j'ai fait des photos et je suis reparti. Eux, je pense qu'ils ont dû rester une semaine. Moi, je pense que je suis resté moins de 36 heures sur place. Et cumulé, le voyage, ça devait être 48 heures, quoi. Donc, mais c'était drôle, c'était sympa. Mais des trucs comme ça, voilà. Et puis ça, c'est tout à fait Teddy. Il peut te dire, bon, est-ce que tu es là lundi, je pars machin, est-ce que tu peux venir, est-ce que tu veux venir, voilà, des choses comme ça. Oui, on a fait pas mal de photos en famille, avec ses enfants. Là, cette année, juste avant, je suis parti en Guadeloupe, quand ils sont partis en Guadeloupe. Euh, c'est des relations. Et Teddy, j'ai fait une photo de lui, c'était assez drôle, j'ai fait une photo de lui avec Eden. Eden, il avait 7 jours. On aurait dit il le portait dans ses mains comme ça. C'était incroyable parce que j'ai fait une photo torse nu en fait. Et la photo elle est incroyable parce que Teddy, c'est pas un monstre, mais il a une musculature incroyable. Et son gamin, il avait 7 semaines, il le tenait dans une main comme ça, tout petit. On avait l'impression qu'il c'était incroyable. La différence entre les deux, c'était dingue. Ouais, il n'y a rien de rationnel avec Teddy, en fait. Voilà, rien n'est rationnel et en fait, c'est des moments comme ça qui sont sympas, c'est sûr. C'est des Après, moments faire de des vie, en photos, fait. après faire des photos de judo, j'en ai fait tellement des photos de judo que bon, j'ai fait tous ces championnats du monde à Teddy, donc Bon, c'était des bons souvenirs sportivement parlant, j'imagine, mais c'est des sûr. bons souvenirs sportivement parlant, mais voilà, après les souvenirs après hors tatami, si vous voulez, c'est vraiment des bons souvenirs, quoi. On a fait une photo au Corcovado quand il est champion du monde à Rio en 2013. J'avais vu cette photo. Voilà, pour moi, c'est la meilleure photo de Teddy que j'ai faite. La veille, on fait des photos à Copacabana avec sa médaille sur la plage. C'est nul. Je dis, franchement, on peut pas. C'est nul. Ce que j'ai fait, c'est nul. On peut pas rester là-dessus. Je dis, il faut qu'on monte au Corcovado. Il me dit, bah, renseigne-toi, on va voir. On est monté les premiers au Corcovado. On était tout seul. Il était 8 heures du mat. Et on a fait ces photos-là. Et quand il est sur le parapet, là, c'est marrant parce que quand il est sur le parapet, il monte sur le parapet et sa maman était là, Marie-Pierre. Elle dit non, mais tu montes pas. Elle pensait que le vide était juste en dessous, en fait. Elle pensait que c'était un vide énorme en dessous. Et Teddy lui faisait croire, oh, c'est pas grave, il y a du vide, mais je vais monter quand même, tu vois. Et en fait, il y avait un petit parapet, il pouvait rien lui arriver, hein. Et on a fait cette photo-là, mais voilà, c'est des moments comme ça qui sont sympas. Parce que Teddy, il est toujours partant. Si ça lui plaît, il est toujours partant. Voilà, ça va bien. Après, c'est plus difficile avec d'autres, mais c'est vrai que lui, c'est ce qu'on appelle vraiment en photo, c'est ce qu'on appelle un bon client, quoi. C'est vraiment un bon client. Bon, la question d'après, c'était est-ce que vous avez une anecdote? Je ne sais même plus si Alors non, en fait, je vais raconter une anecdote, mais de photographe, pas de. En fait, une anecdote de photographe, c'est une anecdote qui nous a marqué pour les Jeux Olympiques d'Atlanta 96. Je crois qu'on est une équipe de 3 photographes.
Et la veille, souvent la veille ou l'avant-veille de la cérémonie d'ouverture, il y a des matchs de foot. Le foot commence toujours plus tôt. Et on envoie un photographe, non, je ne dirai pas le nom, hein, mais si jamais il regarde le truc, il se reconnaîtra. Il est photographe à l'équipe maintenant. Et on envoie un photographe sur faire un match de football à Miami. Donc il prend l'avion, il va à Miami, et le lendemain, j'apprends qu'il est en tôle. En fait, il était en cellule. Ils étaient 20 dans la cellule. C'était le seul Français. Il n'y avait que des Blacks et des Spanish. Et en fait, il avait bousculé un flic sur le terrain. Il avait été menotté. Et il a passé 48 heures en cellule. Et en fait, les Jeux Olympiques n'étaient pas commencés. Il nous manquait déjà un photographe. Et on a dû faire intervenir. C'est-à-dire qu'il a... Ah, mais en fait, il l'a bousculé. En fait, il y avait un cordon pour laisser passer, pour laisser en fait sortir les équipes. Il y avait un cordon en fait de flics pour encadrer les équipes qui sortent du stade. Voilà. Et il a voulu faire une photo. Et il a bousculé un flic. Il est passé au-dessus, il a bousculé un flic. Et là, il s'est fait mettre à terre, menotter, cellule pendant 48 heures. Et là, il a été traumatisé, mais à vie. C'est-à-dire que quand il est sorti, qu'il est revenu à Atlanta, on a réussi à le faire sortir. On a payé une caution de $5,000, je me rappelle à l'époque. En plus, je crois que c'était un vendredi, tout ça. Donc, c'était le week-end en France. Pour le faire sortir, c'était un enfer. Pour trouver un avocat le samedi, c'était l'angoisse totale. Et en fait, il est ressorti et le lundi ou mardi, il est revenu à Atlanta. Et il était tellement traumatisé, hein, c'était un truc de fou. Hein. Il était tellement traumatisé, quand il voyait un flic dans la rue, il sursautait. Hein. Il changeait de trottoir. Ça, c'est une anecdote de Jeux Olympiques. Et... Mais lui, il s'en rappellera toute sa vie, je peux te dire. C'était un truc... Voilà. Ça, c'est une anecdote assez sympa des Jeux. Quoi. Un peu costaud, ouais. Un peu costaud. Ouais, voilà. Bon, on va finir sur ça. Merci beaucoup, en tout cas, Austin. C'était vraiment un régal. C'est sympa. C'était sympa. Je ne savais pas qu'il y en avait autant, mais c'était vraiment un plaisir. Je pense que les gens vont adorer. Parce que vraiment, merci en tout cas, parce que vous avez vraiment été dans le partage de A à Z, du début à la fin. Non, mais c'était sympa, c'est rigolo. C'est vrai que nous, on est des acteurs, mais on est souvent, c'est ça, derrière l'optique. En fait, nous, on essaye de mettre en lumière les athlètes. C'est notre but, c'est ça, en fait. Hein. Nous, on fait ce boulot-là parce qu'on adore ça, parce qu'on aime bien les athlètes, et que en plus, la plupart du temps, c'est un milieu qui est très sympa parce que les athlètes sont vraiment sympas. Je parle pas du foot, hein, parce que le foot, je mets ça complètement à part. Mais tous les athlètes olympiques, là, j'étais encore hier à la Tour Eiffel. Il y avait un truc qui s'appelait le pacte de performance. C'est des entreprises qui aident des athlètes. Et tu vois, il y avait les champions olympiques d'aviron, là, Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, ils sont quand même champions olympiques en aviron. Ils n'ont plus un seul partenaire. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont plus que la Fédé d'aviron. Et pour l'instant, ils n'ont pas un seul partenaire, alors qu'ils repartent sur Paris 2024, qui peuvent être double médaillés d'or en 2024. Et pour l'instant, ils cherchent. Et ces mecs-là, toi, si tu peux un peu les aider en photo, tu les aides, parce qu'en plus, c'est des mecs adorables. Voilà, donc nous, notre rôle, c'est ça. C'est d'essayer de mettre en lumière l'athlète, quoi. On est derrière, et puis la lumière, c'est pour eux. On est dans l'ombre. C'est partie du principe de photographe, c'est sûr. Voilà, exactement. Bon, merci beaucoup en tout cas. De rien.